Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bitcoin. We had you on because you're the CEO of a software company who decided to invest your cash into Bitcoin. Miami, août 2020. Dans une salle de réunion vitrée, les volets sont tirés. Sur un écran, une ligne verte clignote 250 millions de dollars. Ce n'est pas un simple chiffre, mais un point de bascule. Un homme s'avance lentement vers la table, mains croisées derrière le dos. Ses cadres sont nerveux, certains transpirent, d'autres évitent son regard. Lui ne tremble pas. Il observe la courbe du Bitcoin sur un écran Bloomberg et lâche calmement: on va tout convertir all-in. En une phrase, Michael Saylor vient de prendre la décision la plus risquée ou la plus géniale de sa vie. Et cette décision pourrait bien réécrire les règles de la finance mondiale. Ce que vous allez entendre dépasse une simple success story. Parce que derrière ce all-in, il n'y a pas qu'un pari. Il y a un homme brisé, obsédé, et une idée si puissante qu'elle pourrait faire vaciller les banques centrales. Ce qu'il vient de dire va déclencher une onde de choc qui dépassera de très loin les murs de cette salle. Une entreprise cotée en bourse décide, pour la première fois, de déplacer sa trésorerie, non pas dans un actif classique, mais dans un protocole ouvert, décentralisé et imprévisible. Pour certains, c'est de la folie pure. Pour d'autres, c'est le coup de poker le plus visionnaire de la décennie. Ce n'est pas un trader anonyme qui vient de lancer cette bombe, c'est un entrepreneur américain qui a déjà connu la gloire, la chute, puis la renaissance. Quand tu places un ordre sur le marché public, il devient visible par tout le monde. Et ce simple détail peut te coûter une fortune. Les bots, les traders, les algorithmes, tous scrutent le carnet d'ordre à la milliseconde. Ils sont programmés pour repérer les gros ordres avant qu'ils soient exécutés. Alors imagine, tu veux acheter pour 100 millions de dollars de Bitcoin, tu envoies ton ordre et instantanément, les algorithmes le détectent. Ils comprennent qu'un volume de cette taille va faire monter le prix. Résultat, tous ces bots vont acheter avant toi, provoquer une légère hausse et te revendre plus cher quelques secondes plus tard. Toi, tu te retrouves juste à payer ton Bitcoin au-dessus du prix initial et eux, ils empochent la différence. Juste parce qu'ils ont su que tu allais acheter avant que l'ordre soit exécuté. C'est ce qu'on appelle le front-running. Et dans la crypto, c'est un vrai fléau. Les carnets d'ordre sont ouverts, publics, scrutés en permanence et les algorithmes de trading fonctionnent 24 heures sur 24. Dès qu'un gros ordre apparaît, il se place devant toi. Donc, si tu as un fonds, une entreprise ou même une whale, tu deviens une cible visible. Tes mouvements sont anticipés, copiés ou utilisés contre toi et tu perds de l'argent avant même d'avoir validé ton trade. C'est exactement pour éviter ça que les institutions passent par l'OTC. Parce que dans l'OTC, rien n'est public. Personne ne voit ton ordre, personne ne peut te front-run et tu peux traiter des montants colossaux sans impacter le marché. Pour que ça soit plus clair, prenons un exemple concret. Quand MicroStrategy décide d'acheter plusieurs centaines de millions de dollars en Bitcoin, ils ne vont pas sur Binance, ni Coinbase, ni sur Bybit. Ils passent par un desk OTC, un intermédiaire professionnel qui va trouver un vendeur institutionnel et exécuter la transaction hors du marché public. Le résultat, c'est que le prix ne bouge pas, le marché ne voit rien et l'entreprise peut acheter au meilleur prix possible sans attirer l'attention ni déclencher un mouvement spéculatif. Et l'OTC ne sert pas qu'à acheter, c'est aussi un outil parfait pour vendre sans provoquer de panique. Par exemple, un fonds qui détient une énorme quantité de tokens ne va pas tout balancer sur le marché, au risque de faire chuter les prix et d'affoler les investisseurs. Il va plutôt passer par un acheteur OTC, vendre en privé, à prix négocié et sortir tranquillement de sa position. Et donc, il nous dit, le PDG de CryptoQuant, la demande est actuellement principalement tirée par les ETF et les sociétés de trésorerie comme MicroStrategy, mais les achats ont récemment ralenti, comme MicroStrategy, tu vois, ils achètent moins, ils ont moins de pognon, parce que l'action MicroStrategy, elle descend pas mal, malheureusement. Et lorsque ces deux canaux vont se redresser, la dynamique va revenir. Donc, faut juste serrer les fesses entendre. Celui qui m'a le plus étonné, si on peut dire ainsi, c'est Peter Brandt, trader depuis 1975, qui a décidé de comparer le graphique du prix du Bitcoin en 2025 à celui du soja en 1977. Parce que c'est bien connu, en ce moment, le Bitcoin est miné de plus en plus vite et bientôt l'offre sera supérieure à la demande, comme le soja. Cela dit, il y a bien une chose qui est vraie dans ce tweet, c'est qu'en cas de chute de plus de 50% du prix du Bitcoin, MicroStrategy serait en difficulté. Et rien que pour ça, on peut effectivement être d'accord avec Peter Brandt pour dire que Michael Saylor a pris un risque. Mais en même temps, est-ce que ce risque était vraiment si énorme que ça? De manière générale, en dehors de toutes ces histoires de dette américaine, il faut quand même garder à l'esprit le fait que le Bitcoin est une révolution qui change le paradigme qui a été en vigueur pendant les 2 derniers millénaires en matière de contrôle des populations par les États à travers la monnaie. Faire un pari là-dessus, finalement, c'était peut-être pas si risqué. Alors au final, même si nous voyons une chute de 50%, il se pourrait bien qu'elle ne fasse rien de plus que de nous ramener à 100 000 $.
Mais tout ça n'est que spéculation, alors attendons de voir comment ça se passe. En ce 1er novembre 2025, l'Assemblée nationale vient d'adopter à 163 voix contre 150 l'évolution de l'IFI en un nouvel impôt sur la fortune improductive. Avec un seuil d'1,3 million d'euros de patrimoine net taxable et un abattement pour un bien principal d'1 million d'euros, toutes les personnes au-dessus de ce seuil sont concernées et payeront un taux unique d'impôt d'1% par an. Ce n'est pas encore validé, ça doit maintenant passer entre les mains du Sénat et ensuite de la commission mixte paritaire, composée de députés et de sénateurs, pour finalement faire partie du projet de loi de finances 2026. Au-delà du fait que l'on parle de nouveaux impôts toutes les 48 à 72 heures en ce moment, cet impôt fait particulièrement débat. N'oubliez pas que même quand vous avez réalisé des plus-values en crypto, vous avez la possibilité, si vous êtes déjà avancé dans l'âge, que vous ayez 40, 50, 60 ans, eh bien d'en donner directement à vos enfants et vice-versa. D'ailleurs, si jamais vos enfants ont fait fortune dans la crypto, eh bien ils peuvent vous en faire bénéficier pour couler votre retraite douce au soleil, pourquoi pas. Et donc, tous les 15 ans, vous avez la possibilité de donner, que ça soit parents, enfants, les deux vont de pair, 100 000 euros par personne. Et donc, ça concerne également les crypto-monnaies, à savoir que si vous avez réalisé une plus-value sur vos crypto-monnaies, c'est-à-dire vous avez acheté du bitcoin à 10 000 ou 20 000 euros, aujourd'hui vous avez 100 000 avec un bitcoin entier, eh bien vous avez la possibilité de donner ce bitcoin à vos parents ou l'enfant qui l'aurait gagné à ses parents. Donc, comme d'habitude, on a la réciprocité du don qui vous permettra d'effacer totalement et immédiatement la plus-value. Donc inutile de me dire dans les commentaires mais non, n'importe quelle plus-value, n'importe quel cash-out, etc. déclenche l'imposition. J'avais fait un long post du côté de X il y a environ 1 an ou 2. On avait reçu Alexandre Lourimi, fiscaliste. Vous tapez donation 100 000 sur la chaîne de CM. Vous retrouverez la vidéo où vous avez un avocat fiscaliste qui vous dit noir sur blanc exactement ce que je suis en train de vous dire. Depuis quelques mois, l'accélération est violente. L'or, ce métal qui a traversé les guerres, les crises, les révolutions, nous prouve encore une fois qu'il défie tous les actifs modernes. Et tu dois le savoir, quand l'or s'envole comme ça, c'est rarement bon signe. Même avec le petit repli après son dernier record, il n'a pas encore montré tout son potentiel. Parce que cette envolée, c'est pas le signe d'un monde confiant, c'est le signe d'un monde qui doute. Des doutes économiques, des tensions géopolitiques, une perte de confiance dans les monnaies. C'est un sentiment global, un sentiment mondial. Et on a une impression qui se diffuse que quelque chose ne tourne plus rond. Et quand le monde doute, l'or, lui, ne doute jamais. Et quand tu vois les particuliers se précipiter sur l'or, tu sens cette ambiance de fin de cycle, presque de fin du monde. Il suffit de regarder les images, des files entières devant les comptoirs d'or. Depuis janvier 2025, l'or a battu 50 records historiques, 54 plus précisément. Et sur un an, on est à plus de 34% et aujourd'hui, on parle sérieusement d'une once à 5 000 $. Et pour moi, ce n'est plus une question de si, mais de quand. Parce que l'or, ce n'est pas juste un actif, c'est le thermomètre du système monétaire mondial. Il montre quand les monnaies papier s'affaiblissent, quand les dettes explosent et quand les investisseurs cherchent un refuge réel. Regarde. En 2003, un kilo d'or valait 9 400 €. En 2025, il dépasse les 100 000, 10 fois plus. Et pourtant, ce n'est peut-être que le début. Même Warren Buffett, qui a toujours détesté l'or parce qu'il ne produit rien, a fini par investir dans une société minière en 2020. Et quand même Buffett se tourne vers l'or, c'est qu'il sent lui aussi que quelque chose cloche dans le système. Alors la vraie question maintenant, c'est est-ce qu'on est encore au bon moment pour acheter de l'or ou est-ce qu'il est trop tard? Bon, on dirait bien qu'on a une nouvelle saison des airdrops. Après Hyperliquid il y a quelques mois, on a bien mangé avec Aster il y a tout juste quelques semaines. Et tout récemment, c'est Metamask qui a annoncé son futur airdrop. De mon côté, je farme rarement des airdrops parce que je les sélectionne. Il faut souvent faire 10 000 trucs et ça me saoule en vrai, mais aussi et surtout parce que la plupart des airdrops sont de vastes arnaques. L'année dernière, on a eu le fameux hamster combat. Je t'avais dit ici sur cette chaîne que ça sentait mauvais. Et au final, l'airdrop a rapporté que dalle et le token s'est méchamment craché. Alors avant de te parler des airdrops qui affolent la planète crypto en ce moment, on va justement parler dans cette vidéo, dans cette partie-là, des choses auxquelles il faut absolument faire attention avant de se lancer dans un airdrop. Et après, je te partagerai mon avis sur les 4-5 airdrops qui font le buzz en ce moment. Alors, on va faire dans le rapide, on va faire dans l'efficace. Je sais qu'il y a aussi des débutants ici et des gens qui n'ont jamais farmé d'airdrop, donc il leur faut un minimum de connaissances. Et pour les autres, ça te permettra peut-être de comprendre aussi pourquoi je ne vais pas farmer l'airdrop de Metamask.
En attendant, toujours en parlant de CZ, parce que je suis tombé sur quelque chose qui m'a beaucoup fait rire, sourire, voire même certains pleurer, c'est dans 60 minutes, on a Trump qui nous dit qu'il ne sait pas qui est CZ. Je rappelle que Trump l'a gracié il y a quelques semaines en disant que c'était un bon gars et qu'il n'y avait pas de raison et que c'était top. Bah, il s'en souvient pas. Voilà. Écoutez, je sais pas quoi dire de ce type de nouvelles-là, ça me conforte vraiment dans l'idée qu'il y a vraiment de la complaisance et que ça ne va pas forcément dans le bon sens dans l'image de la crypto, malheureusement, et du rapprochement Trump-crypto, ça pose quand même beaucoup de questions. Alors au niveau du calendrier économique, où il y a des news qui provoquent de la volatilité, bah, c'est vide, il n'y a rien, parce que le gouvernement américain est toujours fermé. Donc cette semaine, c'est vide de données macroéconomiques. C'est aussi pour ça que les investisseurs sont pas très bullish, tu vois, parce que le gouvernement américain il est fermé, ils ont toujours pas voté le budget. Ça, on va partir dans la période la plus longue de l'histoire du gouvernement américain concernant cette clôture, cette fermeture du gouvernement. Bon. Et donc, qui dit pas de chiffre macro, dit qu'on a le bateau qui navigue dans le brouillard, tout simplement. On est dans le brouillard, le bateau, bah, c'est le gouvernement, c'est la finance, c'est tout, tu vois, les investisseurs, ils sont dans le bateau, on est dans le brouillard, on voit rien. Et là, on dit, on va tout droit, vous êtes sûr qu'il n'y a pas un petit iceberg tout droit, là? Parce que, rappelez-vous, le Titanic, et les commandants, ils nous disent, bah, on sait pas, on n'a pas de vision, on n'a pas de données. Donc, tu sens bien que les investisseurs, ils sont un petit peu sur la défensive, hein, avec ce gouvernement fermé, c'est pas top. Et puis, au milieu du vacarme médiatique, il y a une info qui est passée presque inaperçue quand même. Il faut revenir là-dessus. La fin du quantitative tightening, le fameux QT. Alors, petit rappel, le QT, c'est le régime sec de la Banque centrale. En gros, elle retire de l'argent du système, elle fait monter les taux et elle ralentit la machine. C'est censé normaliser la politique monétaire après des années de dopage financier, le QE. Mais là, Powell, il vient de dire, stop, on arrête de serrer la vis. On arrête le QT au mois de décembre. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. En clair, la Fed redevient notre ami. Moins de QT aujourd'hui, ça veut peut-être même dire du QE demain. Et si c'est le cas, on va encore pousser les records un peu plus haut. Et vu qu'on est monté comme des bouchons de liège avec un QT en place, j'ose même pas imaginer quand le QT ne sera plus là et que l'on parlera plus que d'un nouveau QE. Résumons en gros, la Fed baisse les taux, arrête le QT, fait mine d'hésiter pour décembre, mais tout le monde sait comment ça va finir avec une nouvelle baisse des taux en décembre et un soutien incommensurable au marché financier. Et pendant ce temps-là, bien sûr, le marché, il plane, il est sur son petit nuage. Même s'il y a encore une demi-douzaine d'indicateurs au moins qui hurlent à la mort, tout le monde s'entend. Ce graphique, j'ai positionné sur ce graphique 3 lignes verticales vertes. Ces lignes verticales vertes croisent le SP500 et Bitcoin. Pourquoi j'ai mis Bitcoin alors qu'on fout complètement du Bitcoin dans cette émission? C'est parce que c'est le summum du risque. Je vais mettre ces deux actifs dans la catégorie des actifs risqués en bourse. Première fin du QT, effectivement, ça a coïncidé avec une phase d'expansion assez longue du S&P 500, qui était ici en bleu. À la différence près que nous étions dans une phase, loin d'être une phase euphorique. Deuxième arrêt du QT, en août 2019, où ça a permis d'avoir une extension de la hausse. Ça ici, ce fut la chute de la crise sanitaire, et donc la reprise derrière. Donc ça, on peut considérer que c'est une anomalie, mais ce fut le départ d'une phase bullish. Mais nous n'étions pas en euphorie verticale. Là, la fin du QT, elle intervient ici. Regardez bien la différence. Le S&P 500 est ici en bleu. Regardez bien la différence de contexte technique, déjà. Le contexte technique n'est pas le même. Là, le S&P 500 a enchaîné 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois consécutifs de hausse. D'ailleurs, le S&P 500 gagne 100%. C'est exactement ce qu'il avait gagné sur le bull market entre 2002 et 2007, avant d'entrer ici en bear market. Donc, la question que je pose, la question qui nous intéresse ici, elle est la suivante. Cette fin de quantitative tightening, qui peut potentiellement ouvrir le chemin à une reprise des achats d'actifs, a historiquement un effet positif. Si on regarde les choses comme ça, sans zoomer. Et si l'on zoome, l'on constate que le contexte technique et le contexte fondamental étaient différents. D'autre part, il n'y a que 2 exemples passés. Tout ça pour dire que le verre à moitié plein, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, effectivement, là c'est quelque chose de positif dans ce que la Fed a annoncé la semaine dernière, mais qui est quand même assez équilibré par le manque de visibilité sur la réunion de décembre. Et d'autre part, cet arrêt du QT, finalement, n'est pas une garantie
de hausse, sachant que le marché est tout en haut. Ça serait complètement différent si la Fed avait arrêté le QT, lorsqu'il y avait le drop de la guerre commerciale, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots, en avril dernier. Là, les choses auraient été complètement différentes. Vous comprenez bien donc qu'il y a ce contexte qui compte, mais en soi, c'est quand même quelque chose de positif. Également l'inflation qui est en train de remonter d'après Choflation. Alors ça, il n'y a pas besoin d'avoir un gouvernement américain en place. C'est un site indépendant qui calcule l'inflation lui-même, qui estime que l'inflation est en train de remonter. On est passé par exemple début octobre à 2% d'inflation à 2,7%, ce qui est quand même une hausse assez importante. Ça aura justement un impact sur les chiffres du CPI, etc., quand on pourra en avoir la publication. Donc c'est ce qui fait que ça, c'est pas très positif. Et il faut voir si cette tendance inflationniste va continuer. Si oui, ça a des chances de baisser les taux, enfin de baisser les probabilités de baisser les taux d'intérêt, et ça, c'est pas très positif. Ici, on peut voir qu'on a 70% de probabilité de baisser les taux en décembre. Malheureusement, on avait énormément de probabilité de baisser les taux également en janvier. Le marché n'est plus d'accord avec ça. Il est en train de pricer le fait qu'il n'y aura pas de baisse des taux en janvier 2026 et potentiellement ni en mars 2026. Donc là, le marché serait en train de se dire, ok, la Fed va temporiser sur le premier trimestre de l'année de 2026. Donc, il faudra voir un petit peu comment on aura un impact sur ça. Ici, est-ce que c'est la meilleure solution pour pouvoir investir sur du Bitcoin? Non, je le dis, je le redis, ça ne plaît à personne et je suis désolé de le dire, mais c'est de la folie d'acheter Bitcoin ici. Et je vous dis juste où est-ce que moi j'achète fortement du Bitcoin ou rachète fortement du Bitcoin. J'ai un petit indicateur qui s'appelle le MVRV. Achetez du 100. Quand ça pisse le 100, achetez. Achetez le 100, achetez le 100, achetez le 100, achetez le 100, achetez le 100. Vous ne serez pas perdant sur Bitcoin si vous suivez cette narrative très long terme de liberté, décentralisation, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, réserve de valeur, contre l'inflation, tous les narratifs que vous voulez mettre sur Bitcoin, tout ce que vous avez appris sur Bitcoin depuis que vous êtes rentré dans des écosystèmes cryptographiques, achetez quand ça saigne. Je vous le dis, vous ne ferez pas une erreur si vous achetez quand ça saigne. Par contre, achetez quand c'est en dégradation ou dans le vert, voire dans des verts, même sur des retours de moyenne, et on attendait patiemment, je l'attendais aussi, plus que vous peut-être, d'aller chercher des extensions, aller chercher de l'euphorie, aller chercher tout ce que vous voulez. Bon, ce n'est pas là. Donc, si c'est pas là, si vous suivez la cyclicité, attends que ça pisse du sang et achetez tout simplement là. Ça, c'était pour côté Bitcoin. Si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.